Bienvenue dans le podcast Le Scénario, le podcast d'analyse et de critique approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un véritable phénomène littéraire, le Code da Vinci de Dan Brown. On a épluché pas mal de documents, des résumés, des critiques. Oui, l'objectif, c'est de décrypter un peu ce qui a fait le succès de ce livre. Plus de 80 millions d'exemplaires vendus, c'est énorme. Et puis toute la controverse qu'il y a eu autour. C'est ça aussi qu'on va regarder. Alors, pour commencer, l'histoire démarre fort, avec ce meurtre au Louvre. Ah oui, le conservateur, Jacques Saunière, retrouvé mort dans une position euh, très symbolique. Et c'est là qu'intervient Robert Langdon, le prof de symbologie, qui se retrouve un peu mêlé à ça contre son gré au début. Exactement, il est même suspecté. Et puis, très vite, il fait équipe avec Sophie Neveu. La cryptologue qui est aussi la petite fille de la victime. C'est ça. Et là, c'est parti pour une sorte de chasse au trésor à travers l'Europe. Paris, Londres. Oui, pour déchiffrer des énigmes cachées dans les œuvres de Léonard de Vinci, c'est bien ça, pour trouver le Saint Graal. Tout à fait. Une quête vraiment haletante. C'est ce qui ressort de tous les résumés. Et ils ne sont pas seuls dans cette course. Il y a la police française avec Fache. Oui, et puis surtout cette organisation, l'Opus Dei, avec le personnage de Silas le moine albinos. Assez inquiétant. Ça donne un côté thriller, complot. Complètement. Mais au-delà de l'action, ce qui a vraiment accroché, d'après les analyses, ce sont les thèmes. C'est-à-dire, Toute cette histoire autour du Saint Graal, qui ne serait pas une coupe, mais... eh oui, sa relation avec Jésus qui remettrait en cause pas mal de choses pour le christianisme. Voilà. Et puis, le prieuré de Sion, cette société secrète qui garderait ce secret depuis des siècles. C'est ça. C'est puissant comme ressort narratif. L'utilisation de l'art aussi, c'est central, non les œuvres de Vinci sont pas juste un décor. Pas du tout. Elles sont la clé, littéralement. Les symboles cachés dans la scène, la Joconde, c'est ça qui fait avancer l'intrigue. Les analyses insistent beaucoup là-dessus. Et les personnages secondaires comme Tebing, l'expert du Graal. Oui, Tebing, un personnage complexe, ambigu, ou Silas, mu par une foi aveugle. Ce mélange d'histoire, d'art, de mystère religieux et de suspense, c'est vraiment la recette du succès pointée dans les documents. Et mes critiques parlent aussi beaucoup du style de Brown, très cinématographique. C'est vrai, chapitre très court, beaucoup de suspense à la fin de chaque chapitre. Ça tient en haleine. Et ce fameux mélange entre des lieux réels, des œuvres d'art connues, et puis la fiction. Ah, ça c'est crucial. Le Louvre, Westminster, ça donne une impression de crédibilité, même si c'est romancé. Ça pousse les gens à vérifier, à se demander, et si c'était vrai? Et c'est sans doute là qu'arrive la controverse, parce que justement la question de la vérité historique. Exactement. C'est le gros point de friction. La fameuse note de l'auteur au début, qui affirmait que certains éléments étaient factuels. Elle a été retirée ensuite, non? Oui, mais le mal était fait, si on peut dire. Beaucoup d'historiens, les sources citent Massimo Introvigne par exemple, ont souligné les nombreuses erreurs factuelles sur l'histoire du christianisme, sur l'Opus Dei. Même si Dan Brown dit que c'est une fiction. Oui, il le défend comme un roman, mais cette ambiguïté initiale a été très critiquée. Et il faut aussi préciser, comme le rappellent les documents, que le prieuré de Sion du livre n'a pas grand-chose à voir avec le groupe créé par Pierre Plantard. Il y a aussi eu des accusations de plagiat, c'est mentionné. Effectivement, le procès avec les auteurs de l'énigme sacrée. Brown a gagné, mais la question des sources d'inspiration, des idées qui étaient peut-être déjà dans l'air, elle revient souvent dans les critiques. Certains évoquent même le pendule de Foucault, d'Umberto Eco. Donc, pour résumer ce qu'on retient de tout ça, le Code da Vinci, c'est une mécanique de thriller hyper efficace, Qui mélange habilement art, histoire, religion, conspiration. mais avec un rapport à la vérité historique, disons, très ambigu. Et c'est peut-être ça, paradoxalement, qui a fait une partie de son succès et de la polémique. C'est tout à fait ça. Et ça soulève une question en lisant toutes ces analyses. Est-ce que ce type de fiction, même pleine d'une exactitude, ne pourrait pas finalement avoir un effet positif? C'est-à-dire, Peut-être susciter une curiosité, donner envie aux gens d'aller voir, de chercher la vraie histoire, le vrai sens des symboles, la réalité derrière les mythes. Une sorte d'appel d'air vers la connaissance. c'est une réflexion intéressante pour finir. Avec ça, c'est tout. À nous revoir, au revoir,